For You Matin, édition du 16 février 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue, installez-vous confortablement. C'est votre matinale qui débarre à l'instant sur les antennes de For You Media Africa. Russe-Afrique ou France-Afrique? La question ne se pose plus sur le continent africain au regard d'un contexte géopolitique largement donc en faveur de Moscou, au détriment, bien sûr, de ses concurrents. On parle notamment des pays occidentaux. En témoignent, entre autres, les nombreuses visites du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, récemment encore du côté du Mali, du côté de la Mauritanie, voire du côté du Soudan. Il s'agit donc clairement d'un déplacement qui avait pour objectif de réaffirmer le soutien de Moscou à l'égard notamment de ces pays en vue de nouer de nouveaux partenariats stratégiques. La recette russe semble donc marcher et détacher de plus en plus l'Afrique francophone de Paris, jadis partenaire stratégique de pas mal de pays du continent africain. D'où cette interrogation ce matin, en quoi l'offre de Moscou est-elle plus intéressante, voire plus alléchante par rapport notamment à l'offre des pays occidentaux. Nos invités de ce matin prendront bien sûr le plaisir d'y répondre. Ça sera dans un court instant. Nous aurons retrouvé bien sûr dans un premier temps Jean de Clignasty. Il est directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France du côté de la Russie et du côté du Sénégal. Donc il connaît parfaitement la Russie tout comme le continent africain. Le deuxième invité de cette émission de For You Matin, c'est un visage bien connu du monde du panafricanisme. Il s'agit entre autres de Pierre Claver Kodo. Il est journaliste camerounais, directeur de publication du magazine Horizon Nouveau. Pour tenter de comprendre, voire d'expliquer cette présence russe de plus en plus affirmée sur le continent africain, il convient donc de ressasser tous ces déplacements, toutes les visites du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, récemment encore, en début de ce mois de février, du côté de Bamako. Il s'est par la suite rendu du côté de la Mauritanie pour achever sa tournée africaine du côté du Soudan. La première étape, c'était donc Bamako. Sergueï Lavrov a une fois de plus réaffirmé le message de soutien de Moscou à l'égard des autorités de la transition, plus que jamais engagées dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Foot dédié nous retrace donc cette visite qui aura duré au total 24 heures. Plusieurs sujets étaient au menu des échanges entre le président de la transition et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il a notamment été question de la coopération entre le Mali et la Russie, du plan de développement des relations qui doit correspondre aux intérêts mutuels. Il a également été abordé au cours des échanges les relations commerciales et économiques entre les deux pays, la coopération technique et militaire, la coopération en matière humanitaire et culturelle, mais aussi la coopération des deux pays au sein de l'ONU. Sur ce dernier volet, Sergueï Lavrov rassure que la Russie ne ménagera aucun effort pour promouvoir le principe de la parité souveraine des États et qu'ils vont lutter contre les approches colonialistes. Le ministre russe des Affaires étrangères a aussi indiqué que les efforts de son pays dans le cadre du renforcement des capacités des forces de défense et de la sécurité du Mali. Une coopération que la Fédération de la Russie entend renforcer davantage. Selon Lavrov, la lutte contre le terrorisme est bien sûr d'actualité pour les pays de la région, raison pour laquelle la Russie entend apporter son assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, et en général la région sahélienne, et même les pays riverains du golfe de Guinée. Déclaration faite par M. Lavrov lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, au cours d'une visite présentée par les deux parties comme une première historique de la part d'un chef de la diplomatie russe dans le pays sahélien. Rappelons que M. Lavrov n'a pas perdu du temps pour asséner quelques pics acerbes à ses adversaires occidentaux. Le partenariat Mali-Russie, fondé nécessairement donc sur trois piliers majeurs: le respect de la souveraineté du Mali, le respect bien sûr des choix stratégiques opérés par le Mali, en parlant bien sûr de ses différents partenaires, la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions qui sont notamment prises de ce côté. C'est d'ailleurs tenu une fois de plus à relever le chef de la diplomatie malienne. Il s'agit
d'Abdoulaye Diop. Écoutons-le. Et aussi rappeler, Monsieur le ministre, que votre visite ici s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement, qui est celle d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques du Mali en vue d'une réponse efficace. Je répète encore, en vue d'une réponse efficace et dans la sincérité aux défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le ministre, en faisant le choix de renforcer la coopération avec la Russie, le Mali veut aussi montrer et démontrer que nous n'allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires. Cette décision est une décision des Maliens, une décision qui est prise en toute responsabilité. Et le Mali veut travailler avec la Russie comme le Mali veut travailler avec tous les partenaires qui inscrivent leur action dans le cadre des principes clés qui ont été définis par le président de la transition pour ce qui concerne l'action publique au Mali ici, mais pour ce qui concerne aussi nos relations avec les partenaires, fondées sur trois piliers essentiels: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions prises. Le chef de la diplomatie malienne qui revenait notamment sur ces trois piliers qui constituent entre autres la clé de ce partenariat pour l'heure gagnant-gagnant entre, n'est-ce pas, Bamako et Moscou. On parle notamment du respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par Bamako dans le cadre bien sûr de ses différents partenaires et la prise en compte des intérêts maliens dans toutes les décisions qui sont prises par les autorités de la transition malienne. La deuxième étape de Sergueï Lavrov dans sa tournée africaine s'appelle Nouakchott, du côté, n'est-ce pas, de la Mauritanie, où Sergueï Lavrov a étendu une fois de plus l'offre de soutien de Moscou après un tête-à-tête avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Retour donc en images et en son sur cette deuxième étape de la tournée africaine de Sergueï. Après l'Irak et le Mali, c'est au tour de la Mauritanie d'offrir son hospitalité à Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Après une audience auprès du président Mohamed Ould Ghazouani, le chef de la diplomatie russe a rappelé les préoccupations partagées, selon lui, par les deux pays quant à la situation sécuritaire du Sahel. Nous devons collaborer pour combattre efficacement les terroristes qui sont de plus en plus présents, a expliqué Sergueï Lavrov. Évoquant l'opération militaire russe en Ukraine, Sergueï Lavrov a déploré que l'Afrique subisse la crise d'approvisionnement alimentaire. Pour le diplomate russe, la crise géopolitique qui se déroule avec l'utilisation du régime ukrainien est une volonté manifeste des États-Unis et de leurs alliés d'éliminer l'obstacle à leur domination sur la scène internationale. De son côté, par la voix de Mohamed Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, Nouakchott a martelé que ses partenaires ont été sensibilisés sur la pertinence de la crise autour de l'Ukraine et aux impacts négatifs que cette crise a sur le continent africain. Sur le plan sécuritaire, Mohamed Salam Ould Merzouk a par ailleurs souligné la nécessité de réactiver le G5, Moscou apportant des garanties quant à son soutien sécuritaire. Les garanties de Moscou quant à son soutien militaire concernant notamment certains pays du continent, ou du moins pour ceux qui sont particulièrement touchés par des attaques djihadistes à répétition. La troisième étape, bien sûr, de Sergueï Lavrov dans sa tournée africaine étant le Soudan. Une fois de plus, bien sûr, cette offre de Moscou a été une nouvelle fois étendue. Pour peut-être comprendre pourquoi l'offre de Moscou décidément crée la différence. Pourquoi est-elle plus intéressante, voire plus alléchante par rapport à l'offre mise sur la table par les pays occidentaux? Ce matin, nous accueillons en première partie de cette émission de For You Matin notre premier invité. Il s'agit bien sûr de Jean de Glignesti. Il est directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France du côté de la Russie et du côté du Sénégal. Parfaitement donc. Monsieur Jean de Glignasti, vous maîtrisez le continent africain tout comme vous maîtrisez également la Russie pour y avoir été d'ailleurs. Alors,
De votre regard, qu'est-ce qui pousse Moscou à faire la différence de le jour? En quoi son offre semble être plus alléchante ou du moins plus intéressante par rapport notamment à l'offre des pays occidentaux? Poutine, dès le début de son arrivée au pouvoir, a commencé à consolider ses liens avec l'Afrique. Ce qui est intéressant avec Lavrov, c'est la prime qu'il met aux États francophones, dans un esprit de concurrence, voire d'hostilité. La Russie n'est pas un concurrent important pour la France, les chiffres le montrent, et puis l'économie russe n'est pas assez diversifiée. Nos concurrents à nous, c'est plutôt la Chine, la Turquie, mais je crois que c'est surtout sur le plan sécuritaire, parce que la France jouait en Afrique de l'Ouest et au Sahel un rôle sécuritaire, maintenant gravement atteint par une propagande russe extrêmement virulente. Au Sahel, la Russie se présente comme un concurrent direct de la France en matière de pourvoyeur de sécurité et qui vante son efficacité comparée à la fois l'inefficacité prétendue et surtout le caractère néocolonialiste de la présence sécuritaire française. Il y a peut-être dans la jeunesse de ces pays-là une sorte de regret de ne pas s'être libéré au prix d'une guerre de libération et le sentiment que l'omniprésence française était en fait une forme de néocolonialisme. C'est un peu la revanche sur la présence française prolongée qui est devenue pesante et qui était acceptable quand la France était une très grande puissance et moins acceptée dans une nouvelle période où finalement la France est perçue comme un avatar du camp occidental. Ce que la France faisait autrefois, c'est-à-dire la diplomatie française était capable de cristalliser un certain nombre de voix, notamment africaines, et donc ce qui la mettait à l'abri de résolutions hostiles, par exemple sur Mayotte, sur des choses comme ça. La France a une capacité de mobilisation des voix africaines. Donc là, je crois que c'est bien la priorité de Lavrov, mais il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a une présence militaire qui est là. La Russie a signé à partir de 2017 une dizaine d'accords militaires. Tous ces accords permettent à la Russie, notamment, alors il y a les volets habituels, coopération militaire, formation, livraison d'armement, etc. Mais il y a aussi un élément qui est nouveau, c'est la sécurité présidentielle. La Russie s'assure la pérennité de gouvernements, pas forcément démocratiques, mais en tout cas favorables aux intérêts russes. Et puis il y a l'aspect économique aussi, parce que l'aspect économique, c'est les ventes de centrales nucléaires. L'Afrique est un client très important pour les ventes de produits agricoles. La présence russe économique qui était autrefois centrée en gros sur l'aluminium en Guinée. Maintenant, c'est beaucoup plus large que ça et ça couvre les céréales, le pétrole, les ventes d'armes bien sûr. Donc la présence russe s'accentue en matière économique. Merci à vous, Monsieur Jean de Glignasti. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France du côté de la Russie, mais également du côté de Moscou. Vous avez relevé les aspects économiques et notamment les aspects sécuritaires, un aspect d'ailleurs dans lequel excelle parfaitement bien Moscou. Pour la deuxième partie de cette émission de Forio Battant, le deuxième invité n'est autre que M. Pierre Claver Kodo. Il est journaliste camerounais, directeur de publication du magazine Horizon Nouveau. Alors, bonjour à vous, M. Kodo. Vous avez suivi l'intervention de Glignasti. Alors, à votre niveau, quel regard portez-vous sur cette stratégie déployée sur le continent africain de la part de Moscou, une stratégie d'ailleurs qui s'avère payante? En témoignent d'ailleurs les nombreux résultats engrangés, voire les nombreux partenariats jusqu'ici signés par Moscou. Et en quoi, selon vous, l'offre de Moscou est particulièrement alléchante, voire intéressante par rapport à toutes les offres qui sont d'ailleurs présentées par les pays occidentaux? Oui, pour bien comprendre cette question, il faut remonter dans le temps. Et puis, il ne faut pas croire que la Russie est présente en Afrique depuis hier. La Russie est présente en Afrique depuis les luttes d'indépendance. On a quand même vu la Russie très présente et très engagée du côté de l'Angola, du côté du Mozambique, lors des guerres d'indépendance. Donc, la Russie, et même du côté des pays comme le Cameroun, en matière de développement infrastructurel, on se rappelle que il y a près de 40 ans, la Russie a offert au Cameroun des infrastructures
de l'École nationale des eaux et forêts du Cameroun. Donc, la Russie ne date donc pas de ce matin en Afrique. Maintenant, quant à savoir comment est-ce que Moscou est devenu l'un des partenaires stratégiques du continent africain, de résolutions hostiles, par exemple sur Mayotte ou sur des choses comme ça. La France a une capacité de mobilisation des voix africaines. Donc là, je crois que c'est bien la priorité de Lavrov, mais il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a une présence militaire qui est là. La Russie a signé à partir de 2017 une dizaine d'accords militaires. Tous ces accords permettent à la Russie, notamment, alors il y a les volets habituels, coopération militaire, formation, livraison d'armement, etc. Mais il y a aussi un élément qui est nouveau, c'est la sécurité présidentielle. La Russie s'assure la pérennité de gouvernements, pas forcément démocratiques, mais en tout cas favorables aux intérêts russes. Et puis il y a l'aspect économique aussi, parce que l'aspect économique, c'est les ventes de centrales nucléaires. L'Afrique est un client très important pour les ventes de produits agricoles. La présence russe économique qui était autrefois centrée en gros sur l'aluminium en Guinée. Maintenant, c'est beaucoup plus large que ça et ça couvre les céréales, le pétrole, les ventes d'armes bien sûr. Donc la présence russe s'accentue en matière économique. Merci à vous, Monsieur Jean de Glignasti. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France du côté de la Russie, mais également du côté de Moscou. Vous avez relevé les aspects économiques et notamment les aspects sécuritaires, un aspect d'ailleurs dans lequel excelle parfaitement bien Moscou. Pour la deuxième partie de cette émission de Forio Battant, le deuxième invité n'est autre que M. Pierre Claver Kodo. Il est journaliste camerounais, directeur de publication du magazine Horizon Nouveau. Alors, bonjour à vous, M. Kodo. Vous avez suivi l'intervention de Glignasti. Alors, à votre niveau, quel regard portez-vous sur cette stratégie déployée sur le continent africain de la part de Moscou, une stratégie d'ailleurs qui s'avère payante? En témoignent d'ailleurs les nombreux résultats engrangés, voire les nombreux partenariats jusqu'ici signés par Moscou. Et en quoi, selon vous, l'offre de Moscou est particulièrement alléchante, voire intéressante par rapport à toutes les offres qui sont d'ailleurs présentées par les pays occidentaux? Oui, pour bien comprendre cette question, il faut déjà remonter dans le temps. Et puis, il ne faut pas croire que la Russie est présente en Afrique depuis hier. La Russie est présente en Afrique depuis les luttes d'indépendance. On a quand même vu la Russie très présente et très engagée du côté de l'Angola, du côté du Mozambique, lors des guerres d'indépendance. Donc, la Russie, et même du côté des pays comme le Cameroun, en matière de développement infrastructurel, on se rappelle que il y a près de 40 ans, la Russie a offert au Cameroun les infrastructures de l'École nationale des eaux et forêts du Cameroun. Donc, la Russie ne date donc pas de ce matin en Afrique. Maintenant, quant à savoir comment est-ce que Moscou est devenu l'un des partenaires stratégiques du continent africain et en quoi son offre est plus intéressante que celle des Occidentaux, pour élucider cette question, il faut bien comprendre que Moscou n'a jamais été associé au partage du monde depuis la conférence de Berlin et encore moins la Russie n'a jamais été une puissance colonisatrice et à ce titre la Russie engrange donc des points de sympathie parce que la colonisation, aussi bien la terre négrière que la colonisation et la néocolonisation portent en elle des germes de rejet des pays occidentaux qui ont participé au regard du bilan désastreux sur le plan humain, sur le plan social et bref, sur le plan politique de celle-ci sur les États africains. Aujourd'hui, la plupart des États africains aspirent à la souveraineté, non pas seulement les États, mais c'est surtout les peuples africains aspirent à la souveraineté et
Les positions russes sont généralement favorables à la réalisation de cet objectif d'accomplissement politique. On le voit du côté du Mali, on le voit du côté du Burkina Faso et un peu partout ailleurs, comme en République centrafricaine, où depuis l'arrivée de la Russie, il y a une forme d'embellie en matière de sécurité nationale. Et en s'inspirant dans des cas d'école de la présence russe en Afrique, l'on est tenté d'affirmer, surtout les opinions africaines sont tentées de trouver en la Russie le rôle d'un sauveur. Donc, de ce pays-là qui, face à la prédation internationale, face à la brutalité, à la barbarie, au terrorisme occidental, peut donner le change. Et c'est ainsi que désormais, la plupart des pays africains, soucieux, et surtout des peuples africains, soucieux de leur souveraineté, se tournent spontanément vers la Russie qu'ils sollicitent comme partenaire. À ce titre, nous sommes d'accord que l'offre russe qui n'est pas contraignante, qui porte généralement sur la sécurité, sur le renforcement des capacités militaires des pays africains, devient donc très intéressante. Lorsque vous savez qu'en Afrique, il y a quand même la plupart des pays francophones sont soumis à 11 accords néo-esclavagistes imposés par la France avant même les indépendances. Vous conviendrez avec moi que c'est le seul pays, la France est donc ainsi le seul pays au monde qui a planifié sur le long terme la prédation des ressources naturelles et humaines africaines pour son compte et au détriment des intérêts des pays africains et naturellement des populations africaines. On ne peut donc pas comparer la coopération franco-africaine et la coopération russo-africaine. Ces deux extrêmes qui s'adossent sur des paradigmes totalement différents, alors que la France vient en Afrique piller les ressources naturelles et humaines, la Russie vient plutôt en Afrique apporter du réconfort et participer à la sécurisation des pays africains. Ou alors mieux, participer à la consolidation de la souveraineté africaine. Et à ce titre, on ne pourrait donc pas dire, croire en cet instant que la Russie, à ce titre vis-à-vis de la France, est tout simplement un partenaire stratégique en faveur de la souveraineté des pays africains et non un partenaire en faveur de la sous-développement et du pillage des ressources naturelles et humaines des pays africains. Ce qui est le cas pour la France et ne le sera jamais pour la Russie, parce que dans l'histoire de la Russie, on reconnaît quand même des grandes figures de Noirs qui ont participé à la construction de ce grand pays et qui, de ce côté-là, sont vénérés. D'ailleurs, dans le monde, c'est le seul pays qui a eu comme troisième personnalité de son empire un Noir. Je vais parler du général Abraham Petrovic Hannibal, qui est d'ailleurs d'origine Kotoko du Cameroun. Bon, vous conviendrez, nous sommes donc d'accord que entre la coopération russo-africaine et la coopération franco-africaine ou alors occidentalo-africaine, il n'y a pas de comparaison à faire, ces deux extrêmes, ces deux mondes différents. Et l'Afrique aujourd'hui rêve davantage de souveraineté, de développement et de prospérité. Et 100 ans après le contact avec la France, cet objectif n'a jamais été atteint et ne le sera jamais, tellement la France, l'économie française est extravertie. Voilà mon avis sur cette question. Merci et bonne journée. Merci également à vous, Monsieur Pierre Clavercode. On retient que, décidément, au regard du contexte géopolitique actuellement sur le continent africain, il n'y a pas de comparaison à faire entre la coopération franco-africaine, voire la coopération russo-africaine. Pas de comparaison à faire à ce niveau. Merci également à vous, Monsieur Jean de Guignasti, directeur de recherche de l'IRIS, pour votre apport dans le cadre de cette émission de For You Matin, une émission d'ailleurs qui se poursuit avec le concours de la réalisation des différentes tranches d'informations offertes, entre autres le journal de l'économie, le journal de l'Occident, le tout à l'image.